Chers internautes, bienvenue à WMTV. Chlordécone et Serge Letchimy. Tourmente et conflits politiques martiniquais. Le TCSP, une ONG antimondialiste en Guadeloupe. Crise au Cameroun, le Venezuela et la France. Israël et le Conseil de sécurité, l'Arabie Saoudite, le Yémen du Sud. Ensuite, gros plan sur le moratoire et l'autonomie. Enfin, notre vidéo de la semaine. Les réactions sur les réseaux sociaux sont très partagées selon les opinions des détracteurs, des responsables politiques. Sur Facebook, des coups de gueule autant contre les autres élus nationaux que Serge Letchimy. Si l'on vend la tchépoule penchée, disent-ils, lorsqu'il était au Conseil général, il avait accordé une dérogation pour l'épandage aérien. Je veux vraiment éviter une catastrophe. Je veux sensibiliser l'État, et je ne lâcherai pas, sur les conséquences de la chlordécone. J'ai déjà fait plusieurs interventions. Josette Manet a fait une intervention récemment. Je vais mobiliser le maximum de parlementaires parce que nous sommes peut-être déjà, mais à la veille d'un scandale d'État. Je pèse mes mots, scandale d'État. Parce que je considère que les choses sont maintenant suffisamment graves. Nous avons beaucoup travaillé à partir du moment qu'on a arrêté l'utilisation de la chlordécone. On a mis en place le dispositif et on constate quoi? On n'a pas encore complètement identifié les terres agricoles qui sont polluées. On n'a pas assuré encore la mutation précise de la production agricole dans les bonnes conditions. On n'a pas fait l'inventaire et mettre les moyens scientifiques, les moyens financiers pour connaître parfaitement les conséquences sur la santé humaine. Il y a des pistes et on constate déjà, on fait le constat que la prostate, c'est pratiquement sûr que c'est lié à la chlordécone. On a aussi des enfants qui ont leurs règles et avant l'heure. On a des malformations cognitives. On a aussi des endométrioses qui se multiplient. On parle même du cancer du pancréas. Donc on a besoin d'une présence pas ponctuelle, organisant un petit peu à compte-gouttes la communication et l'information. On a besoin vraiment d'une mobilisation d'État et une mobilisation locale. Martinique, Guadeloupe et l'Hexagone, avec les scientifiques, les politiques. C'est pour ça que j'ai demandé ce rendez-vous de haut niveau au ministère de l'Agriculture, parce que les réponses qui ont été faites aux questions qui ont été posées au gouvernement, c'est véritablement la lecture d'un papier qu'on a donné. Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor continuent de se déchirer. Alfred Marie-Jeanne veut faire valoir ses droits légitimes de divorce politique, une réprobation unanime des trahisons qu'il accuse. Le Sud, pour que vous savez, monté en là, mon parti monté candidat, alors que monté mon conseil à mon travail, je ne sais pas. Je dis, je vais continuer, je fais les G20, les G30, les G40, les G50, on a le droit de partir, on va répéter ça, on a le droit de ne pas être d'accord. On va admettre tout ça, on va répéter mille et mille fois, mais on n'a pas le droit d'aller jusqu'à sous quoi ça va dire. Ça qui comment? Sous quoi ça va dire? Si on n'a pas les bâtis? Mais ils adhèrent. Je pense que lorsqu'il y a des problèmes en interne à régler au sein d'un parti politique, ça doit se régler en interne. C'est pourquoi je me refuse à exacerber toute cette ambiance-là qui n'est pas saine pour la Martinique. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Mais c'est à lui qu'il faudrait demander ça, parce qu'il n'est jamais très précis sur les reproches qu'il fait. Mais c'est à lui qu'il faudrait demander ça. En tout cas, j'ai ma conscience pour moi. Des limites ne peuvent être dépassées. Il ne peut y avoir deux présidents de la région, dit-il. En effet, qui peut contester la logique statutaire de l'exécutif dont la décision est tranchante?
Moi, je lui lance un appel à la raison. Il faut qu'il fasse une mise au point, tôt ou tard. Même si c'est en interne, même si c'est entre nous. Est-ce que vous comptez l'appeler? Est-ce qu'il vous a... Je ne l'appellerai pas. C'est à lui de m'appeler. Maintenant, il y a des élus qui ont dit qu'il faudrait absolument qu'on se rencontre, etc. Je demande simplement que l'on reprenne un fonctionnement normal. Pour le bien de la Martinique, j'ai accepté dans le passé, tout le monde le sait, de passer sur des choses extrêmement désagréables dont j'ai été victime. Je suis prêt toujours à le faire pour la Martinique, mais on ne va pas me demander non plus d'aller comme si j'étais un coupable. Moi, je vais assumer mes fonctions, puisque une majorité d'élus à l'heure actuelle me demande de les assumer, mais de l'extérieur aussi. J'ai reçu énormément d'appels qui me disent que si aujourd'hui je démissionne, la crise qui va en résulter risque d'être préjudiciable à la Martinique. Donc moi j'assume, mais on verra si de l'autre côté on se montre également ouvert et raisonnable et si c'est l'intérêt supérieur de la Martinique qui va primer. Comme l'a dit Emmanuel Kant, la raison a des raisons que la raison ne connaît pas. Alfred Marie-Jeanne refuse un coût d'exploitation qu'il juge exorbitant. Le président de la CTM refuse d'accepter la mise en circulation du TCSP dans ces conditions, d'où l'échec d'une réunion à Fort-de-France. La réunion du conseil d'administration de Martinique Transport s'est terminée plus vite que prévu car son président Alfred Marie-Jeanne a interrompu la séance refusant d'aborder la question de mise en route des bus du TCSP dans ces conditions. Le globe-trotteur de l'anti-impérialisme chez nous dans la Caraïbe, les 8, 9 et 10 février 2018. Les structures prévoient l'accueil du président de l'ONG Une urgence panafricaniste Kémy Séba. Des organisations nationalistes guadeloupéennes auront le privilège de renforcer des liens avec les luttes de cette nature qui sont menées à l'échelle du monde et des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. La Martinique est-elle retenue en marge? Allez savoir par qui, puisque Kémy Séba, de nationalité française, est invité légalement, autorisé et est attendu de toute la population en Guadeloupe. Conflit au Cameroun, région anglophone et le pouvoir central de Paul Biya à Yaoundé. Arrestation et extradition. Sissikou Ayouk Tabé, le dirigeant sécessionniste du Cameroun anglophone, et 9 de ses hommes ont été extradés vers Yaoundé ce matin. Ils ont été incarcérés dans une prison de haute sécurité de la capitale camerounaise. Ils avaient été arrêtés au Nigeria le 5 janvier dernier et détenus à Abuja jusqu'à présent. On était sans nouvelles du leader sécessionniste Sissikou Ayouk Tabé et de 10 de ses collaborateurs depuis leur arrestation le 5 janvier dernier à Abuja, la capitale du Nigeria. Même si cette information n'a toujours pas été confirmée par les autorités camerounaises, le porte-parole du gouvernement camerounais devrait d'ailleurs s'exprimer sur cette question dans les prochaines heures. Mais nous sommes en mesure d'affirmer de sources sécuritaires camerounaises qu'ils ont été transportés ici à Yaoundé aux premières heures d'hier vendredi en compagnie d'une trentaine d'autres séparatistes arrêtés eux au début du mois de janvier dans l'état de Taraba dans le nord-est du Nigeria alors qu'ils participaient à une formation au maniement des armes après s'être fait passer pour des réfugiés fuyant les violences dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest camerounais. Ils sont donc au total une quarantaine de séparatistes camerounais actuellement détenus au secrétariat d'État à la Défense, une prison de haute sécurité ici au Cameroun. Ces arrestations et extraditions illustrent la collaboration qui existe entre le Cameroun et le Nigeria, notamment en matière judiciaire, deux pays en proie à des velléités sécessionnistes. Le président Macron souhaite plus de sanctions de l'Union européenne et de pression internationale. Le président français a dénoncé la dérive du gouvernement de Nicolás Maduro alors que la justice vénézuélienne a exclu la coalition d'opposition de la prochaine présidentielle. Le président bolivarien annonce un complot de la CIA. Le gouvernement et le président Maduro ont prévu des rencontres avec l'opposition afin de préserver la stabilité du pays.
Mais les ingérences étrangères contre cette république pétrolière bolivarienne n'ont fait que redoubler. On parle de plan d'agression à l'instar du scénario du printemps arabe et de la Libye. Selon la chaîne libanaise Al-Mana, la Ligue arabe appelle les pays africains à rejeter la candidature d'Israël au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abdul Raït, a appelé dimanche 28 janvier les États africains à rejeter la candidature d'Israël pour occuper un siège du Conseil de sécurité des Nations Unies, a rapporté l'agence de presse chinoise Xinhua. Le Centre de recherche sur la sécurité nationale israélienne a estimé dans une étude publiée par le quotidien arabe Al-Arabi Al-Jadid qu'il existe de sérieux indices prouvant l'échec du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. L'étude préparée par le directeur du centre, ancien chef du renseignement militaire et de la sécurité Amos Yadin, et par le directeur du Centre des études du Golfe, Yoel Youssanki, évoque des menaces qui pèsent sur la stabilité du régime à Riyad. En effet, l'échec de Mohammed ben Salman au niveau national coïncide avec son incapacité à affronter l'expansion iranienne et son incapacité à résoudre la guerre au Yémen qui menace la profondeur saoudienne, sans parler du statut régional de l'Arabie saoudite remis en question suite à l'échec de sa campagne contre le Qatar. Perte de la mainmise sur le nord Yémen actuellement par les Américains et l'Arabie saoudite et leur coalition en guerre, suite au contrôle des Houthis après la perte de la mainmise sur le nord Yémen par les Américains et l'Arabie saoudite suite au contrôle des Houthis avec leur nouveau gouvernement. L'Arabie saoudite est confrontée à une autre rébellion au sud Yémen, séparatiste, qui tente de renverser les éléments favorables à Riyad. Des différends entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont récemment accentués, les deux pays se souciant l'un comme l'autre de leur influence au Yémen. Or, les Émirats arabes unis semblent être attachés à leur stratégie consistant à asseoir leur mainmise sur tous les ports du sud yéménite. Chacun des deux pays cherche à supprimer l'autre de la donne, alors qu'au départ, ils avaient conclu de rester solidaires face à l'armée yéménite qui assure le contrôle des provinces du Nord. Serge Letchimy et le PPM se prononcent pour la fin du moratoire et l'autonomie. Que disait Césaire sur le moratoire le 25 juin 1981 ? Ce que nous voulons, c'est profiter du répit qui nous est accordé et que nous avons conquis. C'est profiter de cette halte horaire pour panser nos plaies, pour restaurer nos forces, pour apprendre à la Martinique à marcher sur ses deux pieds et non se traîner à quatre pattes. Bref, pour mettre la Martinique en état de reprendre avec assurance sa marche en avant sur la route difficile où l'histoire peu clémente l'a engagée depuis 3 siècles. Vive la Martinique, fin de citation. Quel sens Serge Letchimy donne-t-il à la fin du moratoire ou à l'autonomie ? Le Parti progressiste martiniquais, dans sa déclaration de Rivière-Blanche, revient à ses fondamentaux, l'autonomie pour la Martinique. Oui, c'est un parti qui a une philosophie, qui a une doctrine, qui a un projet, et surtout qui est ancré dans l'histoire du pays. Et nous avons toujours défendu l'idée de l'autonomie de la Martinique, c'est-à-dire un processus de responsabilisation qui est lié aux grandes initiatives prises avant moi, mais il fallait absolument le rappeler à haute voix
et de la manière la plus moderne et la manière la plus cohérente. En gros, il nous faut absolument faire reconnaître notre personnalité collective. Nous ne sommes pas une population, on est un peuple. Ah, c'est bien de le dire, et il faut le faire admettre. Nous avons une langue qu'il faut absolument faire reconnaître, c'est le créole. Et nous revendiquons depuis des années un droit à initiative locale. Comment on traduit ça? Eh bien, je suis dans la même foulée d'idées que Emmanuel Macron, qui dit qu'il faut donner un pouvoir normatif, c'est-à-dire adapter les lois et les règlements sur place, dans chaque région. C'est pas au moment où il dit ça que nous réviser. Donc nous devons absolument à la fois revendiquer ça, tout en étant dans l'article 73 et au sein de la République française. La ministre des Outre-mer va jusqu'à déclarer au journal France Antilles que le gouvernement ne s'opposera pas à une modification de notre statut en cas de besoin. Alors que le responsable actuel de la majorité, la CTM, et ses partenaires, Grand Semblé pour bas pays en chance, sont signataires d'une convention gestion tel un veto à rediscuter les questions statutaires de 2009. Le chef de l'État français dispose le cas échéant des prérogatives de rouvrir le débat. Il n'est pas dit qu'une telle initiative au sommet de l'État ne déroge au pacte de non-rediscussion statutaire de la CTM. Sur SCI, un des membres des plus importants de la coalition de la collectivité territoriale, Claude Lise, ne cache pas vouloir participer à un éventuel débat par souci démocratique. Selon lui, toute modification ou projet d'évolution statutaire doit passer par une consultation populaire. Pour lui, un quelconque élu ne peut par lui-même réclamer de Paris un changement statutaire. L'équipe du PPM, dans l'opposition à l'origine de la fin du moratoire, donne des urticaires aux gestionnaires de la CTM avec la relance du débat sur l'autonomie. Selon certains médias officiels, un dialogue à propos d'éventuelles évolutions est censé exister entre Serge Letchimy et l'actuel président de la République française. Le statut de la Martinique peut-il évoluer d'une expérimentation présidentielle New Look concernant les collectivités d'outre-mer? Ce pacte de la majorité de la CTM sur le verrouillage est loin d'inscrire dans l'inamovibilité du marbre l'avenir statutaire de la Martinique. La réactualisation du statut de l'autonomie peut-elle faire bouger les lignes, même en déplaçant le cadre législatif actuel? Certains chefs de file indépendantistes plutôt intéressés à la gestion des affaires régionales et maintenant de la CTM sont-ils embarrassés de la relance d'autonomie revendiquée en 2018 par l'actuel PPM? Le statut est l'objet d'un combat de coq entre clans politiques martiniquais à la base de tous les désaccords qui interpellent les Martiniquais sans nommer le TCSP, tous les projets sur lesquels les responsables politiques doivent se mettre d'accord pour les affaires du pays exaspèrent le public martiniquais. Autre perspective de changements fondamentaux en Martinique, le développement et l'industrie de par une clarification de la coopération caribéenne avec d'autres pays en développement vers l'ALBA et les mastodontes des puissances du tiers-monde, Chine, Russie, y compris d'Asie, d'Afrique et autres. Recherches pétrolières et gazières en eau profonde. Pourquoi pas des recherches minières et de matières premières du sous-sol et de nos fonds marins pour des perspectives d'un programme sur 30 ans pour le développement et l'industrialisation. Un nombre de plus en plus important de gens se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite d'1%. Mais saviez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%?
Dans la discrétion, la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et leur richesse estimée est d'environ 500 000 milliards d'euros. Oui, 500 000 milliards d'euros. Selon les experts, les Rothschild détiendraient en fait 500 trillions, soit 500 millions de milliards d'euros. Waouh! Eh bien, sachez que si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque être humain sur Terre, cela ferait plus de 100 000 euros par habitant. Sympa, non? Tout cet argent provient des banques détenues et contrôlées par la dynastie Rothschild, et la liste de ces banques centrales se compte en centaines. Je vous en cite les plus connues. Allez, c'est parti. Il y a la Banque d'Algérie, la Banque centrale d'Argentine, la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale du Brésil, la Banque du Canada, la Banque populaire de Chine, la Banque nationale du Danemark, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Banque du Japon, la Banque du Maroc et la Réserve fédérale des États-Unis. Et oui, la liste est très longue, n'est-ce pas? En l'an 2000, la dynastie Rothschild contrôle toutes les banques, sauf 7 banques centrales de ces pays. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pas une coïncidence si ces 7 pays ont connu des perturbations et des guerres dans leur pays. Par exemple, en 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. En envahissant ces deux pays, les Rothschild ont réussi à poser leurs mains sur la plus grosse banque du Moyen-Orient, qui est la Banque d'Irak. En 2006, seulement 5 pays avaient des banques centrales, qui n'étaient pas du tout contrôlées par les Rothschild. Ces pays sont le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et puis l'Iran. En 2011, le régime de Kadhafi est tombé. Ça, on le savait aussi. Et il a laissé la Libye à la main de qui? Des Rothschild, qui sont très satisfaits de la révolution libyenne qui a été approuvée et soutenue par M. Bernard-Henri Lévy. Et dans la même année, le plus grand pays d'Afrique en superficie, qui est le Soudan, se divise. Le Sud-Soudan devient un État indépendant le 9 juillet 2011 et sombre rapidement dans une nouvelle guerre intérieure cette fois. En 2013, seulement 3 pays restent debout et résistent encore à la main des Rothschild, qui sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Cuba ne va certainement pas tomber. Ce petit pays a tenu tête pendant des décennies aux États-Unis. Et Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine, a tenu tête pendant plusieurs années aux États-Unis. Rappelez-vous, il a survécu à de multiples tentatives d'assassinat. Il a réprimé toute l'opposition politique sur l'île pour faire de Cuba un des fers de lance de la guerre froide. Le leader cubain a défié tour à tour pas moins de 11 présidents américains. Rien que ça. Pour la Corée du Nord, soyez sûrs, mes chers amis, que c'est très difficile pour les Américains d'infiltrer le régime nord-coréen et de créer un mouvement de résistance pour faire tomber Kim Jong-un. Et ni la Chine ni la Russie souhaitent voir s'effondrer le régime nord-coréen qui fait bien leur affaire et garde un équilibre entre les deux camps. Tu m'étonnes. En ce qui concerne l'Iran, vous le savez très bien, l'Iran est armé jusqu'aux dents. Et c'est pas dans un futur proche que l'Iran tombera, surtout avec un PIB estimé à 412,2 milliards de dollars en 2016. L'Iran est la deuxième économie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, après l'Arabie Saoudite. Sa population estimée à 78,8 millions d'habitants en 2015 place également le pays au deuxième rang des pays les plus peuplés du Moyen-Orient, derrière l'Égypte. L'économie iranienne repose sur le secteur gazier et pétrolier, l'agriculture et les services se caractérisent par une présence notable de l'État dans l'industrie manufacturière et les services financiers. L'Iran occupe, lui, le deuxième rang mondial des pays producteurs de gaz naturel et le quatrième rang pour ses réserves de pétrole prouvées. Donc c'est simple, n'attendez pas un renversement du régime iranien au futur. WMTV vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine édition d'information. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et YouTube. À bientôt et partagez l'info.